Bonjour à toutes et à tous, bonjour Simplice. Bonjour Julie, soyez les bienvenus dans le JT de Webulution réalisé par les étudiants du Master Journalisme et Médias Numériques de Metz. Nous sommes le lundi 4 mars 2024. Notre édition du jour sera consacrée au sport, notamment du point de vue médiatique, pendant une vingtaine de minutes. Voici le sommaire. Chaque week-end, des centaines de journalistes sportifs parcourent les terrains, aussi bien nationalement que localement. Dans cette édition, vous allez plonger dans le quotidien parfois mouvementé de ce milieu. Il est parfois compliqué pour les journalistes sportifs de s'exprimer librement. Témoignage de deux d'entre eux à suivre dans cette édition. Elles sont une minorité dans les rédactions sportives. Qu'en est-il de la place des femmes journalistes dans cet univers masculin? Également dans cette édition, grand oublié des médias, le handisport lutte pour une meilleure représentation et pas seulement pendant les Jeux paralympiques. À fond les manettes avec l'e-sport, une discipline qui divise la population avec ce terme sport présent dans son nom. Et enfin, question débat au JO 2024, l'absence du karaté. Dimanche 11 février se tenait la rencontre de Fédéral 3 entre le rugby club de Metz et le Krieg. Pour le couvrir, le journal Le Républicain Lorrain a fait appel à Arthur Carmier, il est journaliste sportif. Immersion dans le quotidien de cette profession avec Malo Simonet, Simplice Oniglo et Martin Bertrand. Oh bien! Oh magnifique! Couvrir du sport tous les week-ends ne l'empêche pas d'apprécier les beaux gestes. Arthur Carmier, correspondant au service des sports du Républicain Lorrain, suit de près le rugby club de Metz. Pour préparer son article sur ce match, Arthur a sa routine personnelle. Les préparations ne sont pas lourdes. Le gros du travail, il se fait vraiment sur le terrain, pas en amont. Et ça me permet effectivement d'avoir des infos de la part de l'entraîneur, des déclarations sur l'état de forme de l'équipe, sur la façon dont ils ont envie d'aborder ce match. Depuis les tribunes, aucune action n'échappe à la vigilance d'Arthur. Ça c'est pour la fiche technique à la fin de l'article. Le 15, on mettra son nom bien évidemment, qui marque une première pénalité à la 13e minute. À la fin du match, Arthur doit rendre un compte-rendu d'une demi-page. Le défi est donc de transmettre beaucoup d'émotions en peu de mots. En général, l'angle, c'est le résultat final. Et on raconte ce résultat final avec les actions qui se sont déroulées durant le fil de la rencontre. L'heure du bouclage du journal l'oblige à commencer l'écriture de son article pendant le match. Toutefois, le sport comporte son lot d'imprévus et Arthur doit composer avec. C'est pas possible en fait d'écrire tout d'un coup. C'est là que la prise de notes est très importante. En général, je commence toujours mon article à la mi-temps. Il profite de ces 15 minutes de pause pour se rendre au foyer du club, l'occasion de transformer ses notes en phrases et d'entretenir son réseau. Ces bonnes relations permettent d'avoir des informations, des sujets et de relayer ce qui se passe au club. La reprise surprend Arthur qui continue l'écriture depuis les tribunes. À la fin du match, il va sur le terrain pour recueillir la réaction de l'entraîneur. Incliné aujourd'hui 15-21 pour le Krieg. C'est toujours mieux d'avoir un sujet avec les déclarations des personnes concernées pour davantage de véracité dans l'information car c'est le plus important dans le métier. Le coup de sifflet final ne marque pas la fin de journée pour Arthur. Chez lui, il peaufinera l'article avant d'enchaîner dès demain avec du volley, du basket ou encore du football. Parfois confrontés à des critiques, l'objectivité des journalistes sportifs pose question. Peuvent-ils critiquer les clubs et les sportifs librement? Pour essayer de répondre à ces questions, nos reporters Hugo Langlais et Louis Roche sont partis à la rencontre de deux d'entre eux. Des interviews et des sujets, les journalistes sportifs en réalisent chaque jour, mais leur quotidien n'est pas si simple. Ils doivent veiller à ne pas mettre en péril leurs relations, qui sont source d'informations, tout en restant objectifs dans leur travail. Forcément, ça ne plaît pas au club quand tu es là, tu viens remuer le couteau dans la plaie de voilà, vous êtes dernier, vous allez descendre, qu'est-ce que vous avez foutu. Mais malheureusement, les spectateurs qui sont là le week-end et qui voient des défaites, eux aussi veulent comprendre pourquoi ça ne va pas. Donc du coup, forcément, c'est normal, c'est traiter de l'information, que ce soit sportif ou pas, tu traites de l'information. Pour conserver ces bonnes relations, même en période difficile, il reste en contact avec les différentes composantes des clubs. Dans ses reportages, il met un point d'honneur à rester libre et objectif. Il compte alors sur la compréhension des clubs. Il faut aussi savoir peser ses mots parce que tu ne peux pas te retourner contre un club, tu es obligé de les avoir en interview, mais tu es obligé parfois de poser des questions qui sont un peu plus compliquées. Et après, c'est à eux aussi de comprendre que c'est notre métier. Cette compréhension, certains clubs ne l'ont pas. Par exemple, le PSG a publié un communiqué titrait « L'équipe média de désinformation ».
Ce communiqué fait suite à un article du quotidien sportif expliquant la possibilité pour le club de se séparer de l'une de ses stars. Après cela, les journalistes de l'équipe se sont vus refuser l'accès aux conférences de presse du club de la capitale pendant plusieurs semaines. Autre exemple, à Metz, Christian Jougleux, journaliste sportif au Républicain Lorrain, a écrit un article décrivant les problèmes au sein de la direction d'un club de basket local. S'en est suivi plusieurs échanges houleux entre le club et le journaliste. Il y a souvent cette grave erreur qui est commise par tous les clubs. On n'est pas là pour les soutenir en fait. On est là juste pour raconter comment ils grandissent et comment ils tombent. Et là, j'ai raconté tous leurs problèmes. Ils n'ont pas trop aimé que j'ouvre la boîte de Pandore. Mais c'est assez fréquent que les gens ont des problèmes avec les journalistes. J'ai même été menacé. On m'a dit que si je revenais à la salle, on s'occuperait de moi. Un cas extrême qui reflète une problématique qui concerne tous les journalistes sportifs lors de leur traitement de l'information. À l'intérieur sur la possibilité pour les journalistes sportifs de rester libres dans leurs propos. Parlons Jeux olympiques à présent, à l'orée de ce grand rendez-vous sportif qui se tiendra à Paris. Les équipes se préparent, mais les équipes de journalistes se préparent également. Place dans les rédactions, couverture médiatique, comment la place des femmes évolue actuellement dans le journalisme sportif. Un reportage de Myrtille Dussert, Madeleine Montouriol et Thomas Alvarez. Que ce soit pour une balle de match, un dernier tir au but ou une ultime foulée, les voix qui nous font vivre ces moments sont marquantes. Alors que le journalisme tente à une certaine parité, qu'en est-il du sport ? Nous avons demandé aux étudiants de l'Université de Lorraine. Ce qui est beaucoup plus représenté, c'est les hommes. Du coup, il manque beaucoup de femmes. Il y en a quand même souvent, même sur les plateaux télé. Les femmes représentent 14% des effectifs parmi les journalistes sportifs détenteurs de la carte de presse. 255 journalistes françaises s'organisent sous le collectif Femmes journalistes de sport. Inès Lagdiri, journaliste chez France Télévisions, en fait partie. Elle témoigne de la difficulté à être une femme dans un milieu si masculin. On me dit que ma voix, par exemple, j'ai la voix d'une gamine, alors que non, j'ai pas la voix d'une gamine, j'ai juste une voix de femme. En 2023, cette ancienne tenniswoman réalise le rêve d'une vie, commenter la finale dame de Roland-Garros. Une première pour une femme journaliste. J'aimerais juste que ce soit pas un sujet, en fait, et ça devrait plus l'être. À leurs échelles, les rédacteurs essayent de faire bouger les lignes. Jérôme Fleury, directeur des sports à l'Est républicain, préférait embaucher des femmes pour transformer ses équipes. Ça va être difficile, je pense, ça va mettre du temps à changer. Ouais. Parce que là, même si une femme rentre dans le milieu, peut-être qu'elle va même pas se sentir à l'aise d'ailleurs au début parce que c'est très masculin. Donc c'est vraiment un mouvement de fond, mais qui peut être long. Et même petite modeste échelle avec 9 journalistes, je me dis que si je veux arriver à 50-50, il va me falloir des années. Un renouvellement des équipes est très attendu dans ce combat pour la parité. Mais qu'en est-il de la répartition des rôles dans les équipes, notamment pour les Jeux Olympiques de Paris ? C'est peut-être un petit peu plus difficile d'avoir des femmes qui commentent des sports dits masculins. Mais on a par exemple Marinette Pichon, qui est consultante à France Télé, qui commente le foot féminin depuis des années. Là où je mets un petit bémol, c'est que c'est principalement des consultantes. En vue des JO, une certaine parité dans les équipes de journalistes est exigée. Malgré cela, les femmes ont encore du mal à se faire une place. Si les consultantes sont nombreuses, les journalistes masculins restent majoritaires. On peut avoir tendance à voir les femmes plutôt cantonnées aux disciplines dites artistiques, ce qui n'est pas forcément ce qu'on aime, loin de là. Autre grand rendez-vous sportif qui approche, les Jeux paralympiques. Quelle sera la place donnée au handisport ? Comment est-il représenté dans les médias ? À Metz, plusieurs clubs s'investissent dans la promotion des parasports. Un reportage de Claire Théry, Apolline Benoît-Gonin et Loris Géco. Les JO arrivent enfin. Qu'en est-il des Jeux paralympiques ? Est-ce que la représentation du handisport s'améliore ? Nous avons posé la question aux Messins. La place des athlètes handisport, elle est un petit peu sous-représentée. C'est mieux, mais c'est pas encore assez. Quelle est la différence en fait ? Ce sont des sportifs 1%, c'est le taux d'antenne moyen consacré au handisport hors période paralympique. Ce chiffre vient d'une étude publiée par l'ARCOM en 2023. Un chiffre qui stagne depuis 20 ans. Pour les parasportifs, le handisport dans les médias, c'est aussi une question d'argent. Il y a sans doute moins d'argent à faire dans le handisport que dans un sport tel que le foot qui est beaucoup plus populaire, quoi. Ne pas parler du handisport dans les médias freine l'arrivée des handisportifs dans les clubs. À Marly, Jean-Marc Ponzo déplore le peu de parasportifs présents. Les gens en situation de handicap, j'ai l'impression qu'ils hésitent à pousser la porte des clubs en se disant je sais pas, c'est pas pour moi. Mais en gros, on est prêt à les accueillir et on ne les voit pas arriver.
Dans le handisport, il existe 2 fédérations. La FFH est consacrée au handicap moteur et sensoriel, alors que la Fédération française du sport adapté concerne le handicap mental et psychique. On ne fait pas de différence ni aux Jeux paralympiques ni au club de Moulins-les-Metz. Son président tentera une nouvelle fois de mettre en lumière le handisport en portant la flamme olympique. Je vais la porter pour tous ceux qui sont derrière moi et qui œuvrent au quotidien un petit peu pour ce sport inclusif. Donc le rôle des médias aussi, c'est de nous aider, nous, à dire voilà, à quel endroit on peut faire du sport. Pour Thomas Lavaux, les médias ont un rôle à jouer dans la représentation des handisports, notamment au niveau des partenariats. Souvent, en fait, ces athlètes handisport, ce sont des personnes qui ont besoin de sponsors pour pouvoir payer des déplacements, pour pouvoir payer l'achat de matériel. L'exposition qu'on pourrait, nous, en tant que médias, leur apporter, ça peut les aider également dans leur recherche de partenaires. Des compétitions, Céliane vient d'en remporter une. Elle est inscrite au club de tennis de table de Moulins-les-Metz depuis 2 ans. La championne est ravie de pouvoir progresser dans une structure adaptée. Mon rêve, c'est de s'entraîner pour devenir vraiment championne, pour progresser et devenir de haut niveau. En attendant les Jeux paralympiques, les clubs handisport espèrent plus de représentation dans les médias. Car après tout, comme le dit souvent le président du club, quand on accueille la différence, il n'y a plus de différence. Passons maintenant au numérique avec l'e-sport, cette discipline qui organise des compétitions de jeux vidéo. Depuis ses débuts, la connotation sport fait beaucoup débat alors que l'e-sport peut être considéré comme tel. Un reportage signé Elsa Marot, Bastien Bayer et Marie Lutringer. Sur console ou ordinateur, le jeu vidéo est présent partout jusqu'à organiser des compétitions. Appelée e-sport, cette discipline fait beaucoup débat. C'est pas un sport parce qu'on est assis devant un écran. Pour moi, non, parce que tout ce qui est sport, c'est vraiment en extérieur, c'est sportif. Ah ben ça c'est nul, hein, je vous le dis. Hein. Il faut vous bouger, voilà. Moi je suis pas obèse parce que je me suis bougée à l'époque. Au total, plus de 600 clubs sont recensés auprès de l'association e-sport France. Évidemment, cette discipline est considérée comme un sport pour eux. À la base, c'est un jeu. Toute chose est un jeu, puis dès que c'est autre chose que simplement un jeu, ça devient un sport. On n'est pas sur une simple pratique où on joue dans notre coin sans rien demander à personne. On est vraiment sur quelque chose de cadré, de structuré, et qui essaye de défendre des valeurs pour promouvoir cette façon d'appréhender le gaming. Pour les connaisseurs du milieu, l'avis est tout aussi positif. Il y a plein de points à prendre en compte qui sont comparables au sport classique. La forme, la tenue, l'entraînement. C'est vrai que c'est pas forcément un sport physique, mais pour moi c'est quand même un sport cérébral. En France, l'e-sport est déjà bien implanté jusqu'à séduire le Comité national olympique et sportif français qui voit beaucoup de similitudes entre e-sport et sport classique. Durer 4 heures, 5 heures, enchaîner 5-6 parties sur League of Legends, ça demande une vraie préparation physique. Ça demande d'être bon physiquement en dehors de son écran, sinon tu tiens pas et tu t'endors. Au niveau international, le comité avait déjà organisé les Olympic eSport Series, diffusés sur Internet en juin 2023. Mais au lieu de s'affronter sur des jeux vidéo classiques, ils ont adapté ces derniers pour se rapprocher au plus près des disciplines olympiques. En fait, c'est là où le CIO aussi est encore en train d'asseoir sa position. Ils ont recruté quelqu'un qui est en charge de ces sujets depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Pour l'e-sport, l'enjeu est de taille. Le gouvernement souhaite en faire une stratégie nationale avec un objectif, faire de la France le leader européen du secteur de l'e-sport à horizon 2025. Skateboard, breakdance, surf et escalade sont les 4 nouveaux sports à faire leur entrée au JO 2024. Le karaté a quant à lui été écarté, une décision prise par le Comité international olympique. Alors, quelles sont les raisons? Cela fait-il débat? Comment réagissent les karatékas? Julie Malika, Élise Blanchard et Sandra Lochon sont entrées dans le plus grand club de Moselle pour y répondre. Suivez. KO, le karaté mis à terre. Après leur unique participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, les karatékas sont les grands oubliés de Paris 2024. Steven Dacosta, premier champion olympique de la discipline, a rendu fière sa région mosellane. Serait-ce une victoire coup de pouce pour les clubs locaux? Élément de réponse dans le plus grand dojo de Moselle. Quand il a été champion olympique, donc ça fait 4 ans, l'année suivante, on pensait que ça allait justement ramener du monde dans les clubs.
Non, ça n'a pas ramené beaucoup de monde dans les clubs. Le coach gère 16 cours par semaine, des débutants aux plus gradés. Ce club de Montigny-les-Metz compte pas loin de 200 licenciés. Et quand j'ai repris le club en 2007, il n'y en était que 130. Voilà. Après, ça n'a fait qu'évoluer. Après, il y a eu forcément la période Covid où c'est un petit peu redescendu, bien évidemment, par la force des choses. Et puis là, ça fait 2 ans que ça remonte, quoi, donc ça va le faire. Voilà. Vous avez un niveau qui est en train de grimper, et ça, forcément, il ne faut pas l'oublier. Mais l'avis du Comité international olympique d'écarter ce sport ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent cette activité pour le loisir, quoi. Et je trouve que c'est dommage de ne pas représenter cette activité dans les Jeux Olympiques au détriment d'autres activités dont je ne mentionnerai pas le nom, qui sont peut-être moins intéressantes que le karaté. Probablement que je vais être un peu de la vieille école parce que moi ça ne me dérange absolument pas et je pense que ce n'est pas une évidence que le karaté doive être représenté au JO. À la base, c'est d'abord un art martial et quelque chose qui va être utile aux paysans, quelque part pour se défendre. C'était pas fait pour faire de la compétition avec des règles, c'était fait pour être martial. Je trouve que c'est dommage que le karaté n'y soit pas, parce que je trouve que c'est un sport où il y a énormément de valeurs, mais il y a aussi beaucoup de cohésion, même au niveau des clubs. Enfin, personnellement, je trouve que mon club, c'est un peu comme une famille, quoi, on va dire. Plusieurs sports comme le breakdance remplacent le karaté. Un choix qui suscite beaucoup d'interrogations. Nous avons donc contacté la Fédération française de karaté pour comprendre les raisons de cette absence. Je pense qu'ils ont privilégié une organisation festive, une belle organisation qui attire des jeunes, qui attire du public, qui attire des médias, ce qu'on peut comprendre, à une organisation qui permet de ramener un maximum de médailles et de placer la France très très haut au niveau du classement. Et quelle a été la réaction de la fédération suite à cette décision ? La première, ça a été d'être choqué et surpris, parce qu'on ne s'y attendait absolument pas. Et puis après, il y a eu la phase de rébellion, entre guillemets, où on a essayé de faire entendre notre voix par le biais de notre champion olympique, par le biais de la fédération. En vain, le karaté ne sera pas au programme des Jeux 2028 à Los Angeles. Alors, est-ce qu'un jour d'autres d'Acosta seront au rendez-vous ? Malgré les tentatives d'espérer revoir ce sport aux Jeux Olympiques, le CIO est le seul maître du jeu. Malgré ces difficultés, les clubs locaux donnent la vie au sport, olympique ou non. En vue du programme Terre de Jeux, la Moselle accueillera d'ailleurs certaines grandes nations dans quelques mois au sein des différentes infrastructures du département. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à notre équipe en studio ainsi qu'à nos reporters. Retrouvez tous nos reportages et articles sur le site webbulition.info et nos réseaux sociaux. À bientôt.